Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire des rendez-vous de la structure. Je suis Cynthia, responsable marketing chez Man Machine et j'espère que vous m'entendez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de calcul structurel dans Autodesk Revit. Donc je vais juste faire un petit rappel sur les rendez-vous de la structure. Donc c'est un événement qui est organisé par Man Machine et Sophistic. C'est 5 webinaires, un par jour pendant 5 jours. Aujourd'hui, on parle donc de calcul structurel et si vous êtes intéressé par les autres présentations des jours suivants, vous pouvez vous inscrire sur le site de Man Machine ou sur nos réseaux sociaux. Et si vous voulez voir les précédents, on peut vous les envoyer on peut vous envoyer un lien pour voir le replay. Je vais juste prendre 2 minutes pour faire une présentation rapide de Man Machine et de Sophistic, et puis après, je laisserai la parole à mes collègues. Donc, Man Machine, c'est un groupe allemand qui a été créé en 1984 et qui est aujourd'hui premier partenaire Autodesk en Europe. Man Machine vous accompagne dans tous vos projets CAO et BIM. Donc, on propose de l'audit, du conseil, du suivi, des formations certifiantes sur des logiciels de CAO et aussi des parcours BIM, notamment avec notre cursus BIM Ready. On propose aussi des solutions logicielles avec nos partenaires Autodesk, Enscape ou Sophistic et des solutions matérielles. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez nous contacter. Ensuite, pour Sophistic, Sophistic a rejoint le groupe Man Machine en 2019. C'est un éditeur de logiciels qui a donc plus de 30 ans d'expérience, dont le siège est en Allemagne. Et il est spécialisé dans les logiciels pour l'ingénierie structurelle. Sophistic propose des gammes distinctes mais interconnectables de produits, compatibles avec différentes plateformes, notamment Revit. Et donc c'est pour tous les domaines bâtiment et pont. Je vais laisser la parole à mon collègue Krishen et on se retrouve à la fin pour les questions. Merci Cynthia. Bonjour à tous. Christian Marconda, calculateur ingénieur structure chez Man Machine. Je vais présenter un peu l'univers de ce qu'on va présenter aujourd'hui, avant de donner la main à Noélie, qui va rentrer un peu plus dans les détails avec les démos, montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, un peu le même principe qu'hier, avec le mind mapping. Donc, de quoi on est en train de parler aujourd'hui par rapport au calcul, quand on parle de calcul structurel. Donc, on parle d'analyse structurelle. Donc, aujourd'hui, ça sera pour le dimensionnement béton armé. Le métal et bois sont possibles également pour ce qui est plutôt dans des vérifications des sollicitations, les sorties et descentes des charges, par exemple. Donc, les notions usuelles qu'on connaît tous, donc ça concerne sortie des résultats, les efforts, forme normale, moment fléchissant, effort tranchant, dimensionnement des sections, dimensionnement des assemblages, les charges, les barres, les nœuds, les appuis, les descentes des charges. Voilà, ça c'est un peu les conceptions qu'on connaît tous en ce qui concerne l'analyse structurelle. À qui ça s'adresse? Donc principalement les ingénieurs structure, mais également les projeteurs. Donc projeteurs dans le cas où s'il leur faut un complément de notes de calcul des fois, s'il leur faut des informations pour avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'ils font. Les architectes également, en phase de conception, pour voir ce qu'ils sont en train de faire, si c'est viable ou pas. Quand? Donc ça peut être autant en phase de conception, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour avoir une meilleure visibilité de si ce qu'on est en train de concevoir est viable ou pas, ou dans le cadre de sortie des descentes de charge. En exécution également, c'est possible, donc pour aller jusqu'au ferraillage. Pourquoi? Donc là, on rentre un peu dans le sujet, je pense qu'il va vous intéresser. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous qui entendaient le calcul en Revit dans Autodesk, peut-être Autodesk Revit, peut-être vous avez connu
un peu les problématiques, disons, d'export, import de modèles vers Revit, vers Robot ou Gretec. Donc, quand on parle de ces imports-exports, souvent, bon, moi je l'ai testé, je sais que, comme vous le savez aussi, ça peut générer des erreurs, notamment dans les connexions des nœuds. Quand vous allez exporter votre modèle, soit vous allez avoir des fois des nœuds entre les barres qui ne sont pas connectés. Donc, quand vous allez vous lancer le calcul, vous allez avoir pas mal d'erreurs. Ça va générer pas mal d'erreurs qui va vous faire que bon, soit vous passez soit vous passez plus de temps à corriger le modèle, soit est-ce que ça vaut le coup de modéliser de zéro. Ça, c'est un peu la problématique de base. Il y a aussi les problématiques de perte d'informations, c'est-à-dire quand vous exportez votre modèle vers un logiciel de calcul, vous allez avoir des pertes d'informations relatives aux sections et aux informations matériaux, etc., autant pour les relâchements et d'autres informations aussi. Ça peut être des charges également qui vont disparaître dans certains cas. Donc tout ça, c'est des vrais problèmes que les ingénieurs connaissent au jour le jour, c'est-à-dire de savoir si ça vaut le coup de modéliser de zéro ou en fait, pour certaines géométries, de pouvoir les récupérer de Revit. Donc, ce qui fait que l'intérêt de pouvoir calculer dans Revit, ce qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire on va pouvoir déjà exploiter la géométrie, ce qui est peut-être en phase de conception, donc de lancer en calcul direct, de vérifier les différentes variantes en termes de conception qui sont viables. Également en exécution, de maîtriser les impacts des modifications. Comme on le sait tous, en phase exé, malheureusement, on a toujours des modifications qui tombent au jour de lendemain. Ça peut être assez embêtant, surtout si on a lancé déjà nos notes de calcul et qu'on a envoyé un peu les informations au projeteur. Des fois, ce qu'on fait, c'est que bon, le projeteur nous envoie ces modifications, on nous dit OK, il y a ça qui a changé, etc. Est-ce que tu peux voir si ça passe au calcul? Et donc, on va repasser le truc au calcul, donc ce qui fait que il y a un travail assez rébarbatif qu'on doit faire du jour au lendemain, ce qui fait que notre travail, disons, journalier en termes de calcul, il est doublé parce que du coup, le projet qu'on pensait avoir terminé, on se retrouve, si vous voulez, à recalculer, à tout faire de zéro, en fait, des fois. Donc, ça, c'est un peu le sujet aujourd'hui, de savoir comment on peut faciliter ce processus-là. Donc, comme on va voir aujourd'hui, du comment on le fait. Donc, ça, c'est Noélie qui va rentrer un peu plus dans les détails. La première conception qu'on va avoir, c'est le modèle analytique. Peut-être vous avez entendu parler de ce que c'est. Ces possibilités, en fait, je ne sais pas trop l'historique, mais apparemment, bon, ça a été mis en place pour permettre une liaison pour le calcul avec robot. Donc, c'est une squelette, si vous voulez, qui contient des données de calcul que vous pouvez exploiter dans Revit. Donc, c'est un peu une squelette sous votre modèle géométrique, donc avec des données, par exemple, du chargement, des connexions de nœuds, les appuis, le relâchement, les matériaux et les paramètres mécaniques des sections. Donc, tout ça, c'est dans Revit. Et on va exploiter ces informations-là à travers notre plugin Analysis and Design de Sophistic. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est comment travailler, les méthodes de travail qui vont faire permettre que ça devient possible et que, au final, c'est un workflow qui permet autant aux projeteurs et autant aux calculateurs de gagner du temps et de pouvoir améliorer leur travail. Voilà. Je vais passer la main à Noélie qui va prendre la suite. Merci beaucoup. Je vais juste afficher mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, moi c'est bon, je vois. Très bien, super, merci.
Exactement, je vais juste commencer par vous dire bonjour aussi à toutes et à tous. J'ai mis une petite photo histoire que vous voyez qui vous parle de l'autre côté de l'écran. Je suis Noélie Manière, donc comme disait Krishen, manager produit à Sophistic. Et ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je fais partie de l'équipe qui s'occupe du produit Sophistic Analysis and Design, donc du produit de Sophistic qui est dédié au calcul structurel au sein de Revit et avec Revit. Et donc, j'ai planifié aujourd'hui de vous faire une démonstration live dans Revit pour vous montrer un petit peu l'ensemble du workflow, donc depuis le début avec la maquette Revit elle-même jusqu'à la partie, on va dire, dimensionnement. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer l'ensemble, donc que vous ayez un aperçu du début jusqu'à la fin. Bien évidemment, je ne vais pas forcément pouvoir rentrer du coup dans tous les détails, mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de vous montrer, on va dire, les possibilités. Et si jamais vous avez bien évidemment des questions sur des points spécifiques que je n'ai pas montré ou que j'ai montré juste assez rapidement, n'hésitez pas à écrire dans le chat de GoToWebinar ou à nous contacter après, que ce soit moi ou que ce soit mes collègues de Man Machine France, et puis on vous fait un retour à ce niveau-là, bien évidemment. Donc juste histoire que vous ayez peut-être un petit peu plus en tête à quoi ça correspond, je vais vous montrer aujourd'hui Autodesk Revit et l'application Sophistic Analysis and Design pour Revit 2021, qui est par exemple disponible ici dans le Sophistic Application Manager. Et je vais travailler sur cet exemple-là, qui est, on va dire, un petit bâtiment potentiellement, que je vais utiliser pour ma démonstration. Et puis je vais commencer du tout le début, c'est-à-dire la différence entre l'élément architecturel, l'élément structurel porteur et l'élément analytique dans Revit. Donc pour ça, je vais faire un petit exemple dans le ruban architecture de Revit. Je vais créer 2 poteaux. Un poteau qu'on va dire de type porteur et un poteau qui va être un poteau architecturel classique. Et ces 2 poteaux-là, si je regarde un petit peu plus en détail, donc par exemple, je fais une vue rapprochée avec juste ces 2 poteaux, ils ont la même géométrie. Donc, ils sont du 30 cm par 30 cm. Donc, dans ma vue actuelle, on va dire, à part le fait qu'ils soient placés à des positions différentes, on pourrait éventuellement penser que ces 2 poteaux sont équivalents. Et c'est donc le premier point que j'aimerais, le premier message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est comment fonctionne Revit. Donc Revit, en réalité, on peut voir ça comme une base de données, donc un ensemble de données qui va être utilisé à des fins, on va dire, diverses et variées. Et les vues de Revit, donc je suis dans une vue actuellement 3D architecture, vous montre une partie des données qui sont enregistrées dans mon projet, dans mon fichier Revit. Donc, actuellement, je vais demander de m'afficher la géométrie de mes éléments. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que ces éléments ont beaucoup plus de propriétés, beaucoup plus de données en réalité que juste la géométrie que je peux voir à mon écran. Donc, si je sélectionne un élément, j'ai notamment le panneau de propriété Revit qui va s'afficher à côté, qui me montre plus d'informations à propos de cet élément. Et je vois déjà que le poteau porteur, que je viens de sélectionner ici, il a plus d'informations, on va dire, de base que le poteau classique architectural que j'avais créé tout à l'heure, qui est ici positionné à droite. Dans notre démonstration d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux éléments porteurs et à l'option de Revit pour ces éléments porteurs qui permet d'activer le modèle analytique. Donc, si je change la propriété de ma vue, et si je demande par exemple d'afficher temporairement mes éléments dans une vue de calcul qui me montre à la fois la géométrie, mais aussi potentiellement les éléments analytiques, je vois la grosse différence entre ces 2 poteaux que j'ai créés. Le poteau architectural qui est en réalité juste un élément volumique, et le poteau porteur qui, lui, a créé à la fois ma géométrie, mais aussi ce qu'on appelle un poteau
analytique, qui est donc cette représentation simplifiée du poteau avec juste une ligne et un système de coordonnées, et qui va me permettre de générer dans le futur des calculs et des dimensionnements pour cet élément-là. Donc, le point important à ce niveau-là, c'est de bien faire attention au type d'éléments que l'on choisit, et notamment de préférer de générer des éléments à l'aide de l'onglet structure de Revit, qui automatiquement va venir générer des éléments porteurs. Ces éléments porteurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut permettre à Revit d'activer cette propriété génération automatique du modèle analytique. Et c'est cet avantage de Revit, en fait, la génération concomitante de l'élément géométrique et de son élément analytique équivalent qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc si je reviens dans ma vue avec mon bâtiment de tout à l'heure et que je bascule maintenant dans une vue calcul, je vois que pour mon bâtiment, j'ai utilisé des éléments porteurs partout et j'ai donc à la fois le volume que vous voyez ici en transparence, que ce soit pour les dalles, pour les voiles, pour les poteaux, mais aussi les éléments analytiques correspondants qui ont été générés automatiquement par Revit en même temps et qui me fournissent une représentation simplifiée de mon modèle avec, pour les éléments surfaciques, voile, dalle, une surface analytique correspondante que vous voyez ici en turquoise, on va dire, et en marron. Et puis pour les éléments linéiques, poteaux ou poutres que vous voyez ici, une ligne analytique correspondante. L'objectif pour nous aujourd'hui, ça va être utiliser ce modèle Revit, donc ce modèle analytique associé à une géométrie, un modèle physique lié, pour effectuer un calcul avec un calcul aux éléments finis avec le logiciel Sophistic et un dimensionnement de certains éléments au sein de Revit. Donc, pour pouvoir effectuer un calcul aux éléments finis, bien évidemment, il nous faut aussi un certain nombre d'objets supplémentaires, notamment ce qui est charge et tout ce qui est condition d'appui. Ces deux types d'éléments, ces deux types d'objets sont aussi disponibles dans Revit dans le ruban analyser. Et donc, vous avez on va dire ces 4 commandes qui vous permettent de générer tous ces types d'objets. Le premier que je vais vous montrer, ça va être le tableau qui va vous permettre de définir les cas de charge. Donc ici, vous pouvez créer des natures de charges qui vont venir grouper vos cas de charge et créer vos cas de charge les uns après les autres. Et une fois que vous avez défini l'ensemble de ces éléments, vous pouvez venir commencer par générer des charges, qu'elles soient, on va dire, libres, donc associées à un plan de placement particulier dans votre maquette Revit, ou qu'elles soient hébergées, pardon, et donc liées à un élément structurel, à un élément porteur particulier. Même principe où vous pouvez venir créer des conditions d'appui, que ce soit donc point, ligne ou surface, et qui vont être, elles, être associées à un élément porteur particulier. Dans mon cas, j'ai déjà créé tous ces objets. Je n'ai juste à les afficher, en fait, donc à demander à Revit de venir afficher cette information. Et vous voyez que mon bâtiment a déjà un certain nombre de charges et des conditions d'appui surfaciques ici, tout en bas. Pour les conditions d'appui, peut-être intéressant à savoir, on peut bien évidemment venir ajuster les propriétés de ces conditions d'appui. Donc pour l'instant, j'ai un appui articulé, mais je peux venir utiliser l'onglet de propriété Revit et par exemple venir dire je souhaite avoir une condition ressort dans la direction de translation en Z. Et puis on voit bien évidemment que l'affichage Revit s'ajuste automatiquement pour venir répercuter en fait le changement de la condition d'appui. Donc tout ça pour dire, pour l'instant, j'ai utilisé uniquement des commandes classiques qui sont disponibles
au sein de Revit actuellement. Et je peux déjà, on va dire, créer un modèle tout à fait, on va dire, qui possède tous les aspects nécessaires pour effectuer derrière un calcul structurel. Donc, création des éléments porteurs, création des charges, gestion aussi des charges via des groupements, via des tableaux de cas de charges et création de conditions d'appui. Donc, ce modèle que vous voyez ici à l'écran va être notre modèle d'entrée pour créer le modèle élément fini avec Sophistic. Mais avant de passer à la partie, on va dire, à la partie calcul, à la partie maillage de ce modèle, je voudrais revenir un petit peu dans les détails sur ce modèle, ce qu'il contient et ce qu'il ne contient pas. Donc l'idée de Sophistic, ça va être de venir enrichir le modèle que vous voyez à l'écran, donc de venir rajouter des données qui potentiellement sont actuellement manquantes et qui sont nécessaires pour effectuer un calcul aux éléments finis. Donc pour cela, je vais rester dans Revit, mais je vais passer dans un ruban différent qui s'appelle Sophistic Analysis. C'est le ruban que vous allez avoir à l'écran si vous installez Sophistic Analysis and Design. Et ce ruban va en fait vous permettre de venir, vous permettre plusieurs choses. Donc en allant, on va dire, de gauche à droite, il va vous permettre tout d'abord de vérifier votre maquette que vous avez créée dans Revit, de venir éventuellement la calculer. Elle va vous permettre de venir ajouter un certain nombre de propriétés. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, ça va être notamment à travers tout un processus d'assignation. Ensuite, vous allez pouvoir, on va dire, travailler avec ce modèle. Donc, ouvrir un certain nombre de visualisations pour pouvoir vérifier à quoi correspond le modèle analytique qui va être généré. Vous allez pouvoir vérifier un certain nombre de résultats. Vous allez pouvoir accéder à des notes de calcul. Vous allez aussi pouvoir, au sein de Revit, créer ou générer un certain nombre de dimensionnements pour différents éléments en béton armé, donc poteaux, poutres et dalles. Et puis vous allez avoir un certain nombre d'outils, on va dire, qui vous aident à avancer dans votre projet, notamment pour tout ce qui est définition des charges, etc., pour tout ce qui est création de lignes fonctionnelles pour des objectifs bien particuliers, donc création de coupes de résultats, ou si jamais vous voulez faire un élément de précontrainte dans vos dalles. Et enfin, vous avez quelques commandes qui vous permettent d'interfacer les valeurs générées par Sophistic avec d'autres formats. Donc, par exemple, avec Excel, vous pouvez venir importer des résultats au sein de Revit en lui-même, etc., etc. Donc, pour revenir au point dont je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dans cette maquette Revit de déjà présente et qu'est-ce qu'il n'y a pas? L'idée va être, avec Sophistic Analysis and Design, de venir compléter, de venir rajouter des données à cette maquette Revit. Je m'explique, si je prends l'exemple de ce poteau porteur, que je viens regarder le poteau analytique correspondant, il a des propriétés qui permettent notamment au sein de Revit d'effectuer des relâchements. Donc en pied et tête de poteau, je peux venir créer un relâchement. Si je veux venir faire la même chose, donc créer un relâchement pour cet élément de voile, pour par exemple éviter d'avoir un moment issu de la dalle qui vient se transmettre dans le voile, je vois que Revit ne propose pas cette option-là. Et donc, grâce à Sophistic Analysis and Design, je vais pouvoir venir rajouter cette propriété manquante à travers ce panneau Sophistic Propriétés structurelles et venir définir, grâce à la commande relâchement de bord par exemple, ce relâchement entre ma dalle et mon voile. Donc là, je peux venir voir, ok, je peux définir un relâchement pour tous mes bords du voile sélectionné et je peux donc dire, je souhaiterais avoir le bord ici, le bord supérieur entre mon voile et ma dalle qui va être articulé. Même principe pour les éléments linéaires. Par exemple, si je viens sélectionner la poutre que vous avez ici, je peux venir définir un certain nombre d'informations supplémentaires qui ne sont pas disponibles de base au sein de Revit, typiquement une largeur effective par exemple, pour venir dire
cette poutre est en réalité une retombée de dalle. Et donc, je souhaite utiliser une largeur effective pour définir une largeur de dalle, pour venir rajouter en fait une partie de la rigidité de la dalle et la prendre en compte lors de mon analyse aux éléments finis. Ces propriétés structurelles complémentaires qui sont proposées par Sophistic, vous en avez pour différents types d'éléments. Donc vous avez les dalles ou les voiles qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez les poteaux et les poutres, et puis vous avez aussi dans les conditions d'appui la possibilité de venir ajouter aussi des conditions supplémentaires ou des propriétés supplémentaires. Donc, je vous ai montré en détail deux propriétés particulières, la propriété de relâchement pour les voiles, notamment pour les bords de voile dalles, et puis la propriété de largeur effective pour tout ce qui est poutre. Vous avez d'autres propriétés disponibles, donc vous pouvez gérer ici, par exemple, une densité de maillage spécifique pour cet élément-là. Vous pouvez ajouter des éléments du type numéro d'éléments structurels ou numéro de groupe pour pouvoir, on va dire, organiser votre calcul élément fini et avoir plus rapidement, plus facilement gérer vos résultats. Et puis, vous pouvez aussi, par exemple, associer un nom à un élément particulier ou à des éléments particuliers que vous souhaitez retrouver plus facilement dans vos sorties et dans vos notes de calcul. Ça va être le premier mécanisme que propose Sophistic pour venir enrichir cette maquette Revit. Le deuxième mécanisme, toujours pour enrichir cette maquette Revit, ça va être le mécanisme d'assignation. Donc le principe ici est le suivant, si je resélectionne le poteau de tout à l'heure et que je viens regarder par exemple au niveau des matériaux. Dans Revit, ce poteau a un matériau structurel béton, c'est 25-30. Et si je viens regarder un petit peu quelles informations sont disponibles pour ce matériau, je vois que certes, il y a certaines propriétés. Donc par exemple, j'ai un module de compression pour le béton. Mais par exemple, je n'ai ici pas de propriétés qui sont intéressantes, notamment pour une analyse d'éléments finis, que serait un coefficient de sécurité, peut-être une courbe de contrainte déformation, si jamais je veux effectuer un calcul non linéaire, ce genre de choses. Donc on a un certain nombre d'informations qui sont potentiellement manquantes au niveau de ce matériau. Pour cela, en fait, Sophistic va proposer de créer une assignation. Ces assignations, bien évidemment, style, si je parle de coefficient de sécurité, c'est lié à une norme de calcul spécifique. Ce qui veut dire que si je viens cliquer sur assignation, la première chose que le logiciel me demande, c'est de définir ma norme de calcul. Donc là, je vais choisir une norme de calcul française, Eurocode. Et Sophistic va créer une assignation de matériaux. Donc, il va venir regarder les matériaux disponibles dans mon projet Revit qui sont utilisés dans mes éléments porteurs et va venir automatiquement assigner le matériau Sophistic de la norme correspondante qui est le plus proche des informations disponibles dans Revit. Donc, notamment, si je viens vérifier mon matériau Sophistic, je vois que j'ai ici un matériau qui est vraiment complet d'un point de vue calcul, avec notamment des courbes de contrainte de déformation, des facteurs de sécurité, etc., etc. Bien évidemment, cette assignation se base sur l'information déjà disponible dans Revit, qui est une information potentiellement partielle. Donc, le logiciel essaye de faire au mieux, essaye de proposer l'assignation la plus précise possible, mais si jamais l'assignation par défaut n'est pas, on va dire, parfaite, l'utilisateur peut bien évidemment prendre la main à ce niveau-là et venir modifier les propriétés proposées par le logiciel Sophistic, voire venir créer un matériau nouveau complet à partir de la banque de données Sophistic, par exemple un béton 40, et venir l'assigner au matériau Revit correspondant. Le principe est le même au niveau des sections de poutres et de poteaux. Donc, le logiciel Sophistic va regarder la géométrie des éléments de Revit, les matériaux associés à ces éléments et associer une section de poutre ou une section de poteau Sophistic correspondante. Donc, je vois notamment ici, j'ai une section de poutre en T qui correspond en fait à l'élément de poutre pour lequel j'avais défini une largeur effective tout à l'heure.
Et si je viens regarder ma section de poutre un petit peu plus en détail, je vois que cette section de poutre sophistique a notamment, vu que c'est une section béton armé, une information de position d'armature qui est nécessaire si jamais je veux effectuer un dimensionnement de cet élément. Et enfin, le dernier type d'assignation disponible à ce niveau-là, c'est l'assignation des natures de charge de Revit, qui peuvent être assignées à des actions sophistiques, où notamment vous avez automatiquement les coefficients partiels de sécurité correspondants qui vont être associés et qui permettent d'effectuer des combinaisons et des enveloppes de manière automatique avec le logiciel sophistique. Donc là, je peux venir assigner mes différentes actions Revit et venir valider mon tableau d'assignation avec le bouton OK. Donc là, j'ai utilisé ma maquette Revit et en fait, je suis venue rajouter un certain nombre d'informations qui, de mon point de vue en tant qu'ingénieur structurel, étaient manquantes pour effectuer mon analyse. Donc un certain nombre de propriétés au niveau de l'élément lui-même, un certain nombre de propriétés globales, que ce soit matériaux, sections et nature de charge. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces données que j'ai rajoutées, à l'aide du plugin Sophistic Analysis and Design, elles sont enregistrées directement dans le fichier Revit. Cela signifie, si jamais je souhaite travailler en collaboration sur mon projet, je pourrais venir ici synchroniser avec un fichier central et ces nouvelles données que j'ai rajoutées, que j'ai associées à ma maquette, sont disponibles donc pour toutes les personnes qui travaillent en même temps sur le même projet que moi. Donc, partons du principe que maintenant j'ai fait mon assignation, j'ai ajouté toutes les propriétés structurelles que je voulais ajouter. Donc, de mon point de vue, la maquette est maintenant prête à être utilisée pour générer mon modèle d'éléments fini. Avant de commencer le calcul, je vais peut-être essayer de vérifier un petit peu la maquette pour voir si je n'ai pas oublié quelques points importants. Donc, au niveau de la vérification, je vais vous montrer deux petits outils qui sont disponibles dans le ruban Sophistic Analysis. Le premier que j'aimerais vous montrer, c'est pas vraiment un outil de vérification, mais on va dire que ça peut être quand même très utile si jamais vous souhaitez avoir une vue d'ensemble de votre modèle. C'est l'outil de filtre de charge qui vient vous permettre en fait de rapidement voir quelles sont les charges qui sont appliquées à votre projet. Vous pouvez conserver la vue et donc venir voir plus en détail une partie de votre maquette au niveau de la position de vos charges, et puis relancer le filtre de charge si jamais vous voulez réafficher toutes les charges. Donc, disons qu'avec cet outil filtre de charge, j'ai potentiellement déjà vérifié que mes charges étaient maintenant bien positionnées et puis il y avait les bonnes valeurs dans mon modèle. La deuxième vérification que j'aimerais vous montrer, c'est cette vérification analytique proposée ici. Et pour cela, je vais en fait venir créer un problème à ce niveau, au niveau de ce poteau porteur. Je vais venir décaler sa position inférieure d'un demi-mètre. Ce qui peut arriver dans une modélisation en fonction de comment a été fabriqué le modèle, qui l'a fait, dans quelle vue. Il est possible que les éléments ne soient pas forcément très bien liés les uns aux autres, etc., etc. Donc si je vois d'un peu loin, forcément, d'une vue d'ensemble comme ça, on va dire, j'ai peu de chances de voir que ce poteau porteur ne va pas jusqu'à la dalle et donc n'est pas bien lié au poteau situé en dessous. Et je peux maintenant lancer ma vérification analytique qui va vérifier plusieurs choses. Le premier point qu'elle va vérifier, c'est la cohérence des propriétés de chaque élément. Donc que ce soit les propriétés Revit ou les propriétés sophistiques. Ensuite, il va venir vérifier les inégalités géométriques. Donc, il va venir vérifier si tous les éléments sont bien liés les uns aux autres. Il va venir intersecter les éléments les uns avec les autres pour voir s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et puis ensuite, si je veux, je peux effectuer aussi une stabilité cinématique, donc vérifier que tous les éléments sont bien, on va dire, supportés dans toutes les directions. Et donc là, le logiciel sophistique effectue un calcul, vérifie les différentes propriétés et me relance, notamment comme avertissement,
le poteau que j'avais modifié tout à l'heure, il me dit éventuellement vérifier ce poteau car il n'est pas bien supporté et il n'est pas non plus bien lié au poteau situé en dessous de lui. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Si jamais vous voulez corriger votre modèle, vous pouvez utiliser notamment les fonctions isoler et isoler plus pour, si jamais vous travaillez dans un gros modèle, bon, c'est pas vraiment mon cas aujourd'hui vu que c'est plus un modèle de démonstration, mais isoler, on va dire, la partie problématique de votre projet. Donc en cliquant sur avertissement, vous pouvez revenir dans le dialogue précédent et par exemple avec isoler plus, isoler non seulement l'élément problématique, mais aussi les éléments qui sont liés pour avoir un peu de contexte et savoir quel est le problème à ce niveau-là. Donc là, je vais corriger mon modèle pour que le poteau aille bien jusqu'au poteau inférieur. Je vais restaurer ma vue pour sortir de l'isolation. Et je peux donc relancer ma vérification analytique afin que Analysis and Design vérifie maintenant le modèle que je viens de corriger. Donc la vérification analytique me dit je n'ai détecté aucune erreur, donc a priori maintenant tout est prêt pour que je puisse effectuer mon calcul aux éléments finis. Pour cela, je vais aller dans la partie, dans le dialogue de calcul. Et le principe en fait, c'est que le dialogue de calcul va utiliser tous les éléments qui sont présents dans la vue active, donc dans ma vue dans ma vue Revit 3D calcul, et je peux effectuer un certain nombre d'actions. Donc la première action, on va dire fondamentale, va être la génération d'un maillage élément fini à partir de ma maquette Revit. Et puis aussi, je peux demander au logiciel d'effectuer en même temps une application des charges qui sont présentes dans ma vue active, une analyse de ces cas de charges, et éventuellement de créer automatiquement le poids propre pour mes éléments porteurs qui sont disponibles ici. Donc là, j'ai demandé au logiciel d'effectuer l'ensemble de ces tâches. J'ai ensuite, dans les onglets suivants, un certain nombre d'options. Notamment, je peux demander au logiciel d'utiliser d'autres données qui sont disponibles dans le projet Revit, que ce soit les lignes de critériage ou les différents niveaux des tâches de Revit. J'ai un onglet qui est dédié à la génération du maillage, donc quel type de maillage élément fini je souhaite avoir, quelle grosseur, etc. etc. Et enfin, j'ai un onglet qui me permet d'effectuer des analyses un peu plus poussées. Pour aujourd'hui, je vais rester sur les analyses de mes cas de charge qui sont visibles au sein de Revit et je vais lancer le calcul. Donc en arrière-plan, Sophistic va générer une maquette élément fini à partir de mon modèle Revit, va venir appliquer les charges et va venir calculer les différents cas de charge qui sont présents ici dans Revit. Donc une fois le calcul effectué, je peux venir vérifier mes résultats et notamment par exemple en premier lieu voir un peu à quoi ressemble mon maillage d'éléments fini. Et puis ensuite, bien évidemment, accéder à un certain nombre de résultats. Par exemple, pour ce qui est des éléments, on va dire barres, avoir un aperçu des efforts normaux pour les différents cas de charge. Donc là, je suis sur le cas de charge poids propre. Je peux changer bien évidemment mon cas de charge élément secondaire, etc., etc. Ou par exemple, avoir un aperçu des moments dans mes différentes dalles. Donc si je veux vérifier un peu à quoi ressemble le modèle élément fini en arrière-plan, je peux aller ouvrir la visualisation et donc là j'ai un aperçu vraiment de la base de données Sophistic qui a été générée à partir du modèle Revit. Donc dans la base de données Sophistic, j'ai mes éléments finis et le résultat de mes calculs et dimensionnements aux éléments finis. Peut-être juste si on regarde un peu, notamment ici je vois que j'ai bien mon articulation que j'avais définie tout à l'heure entre le bord supérieur de ce voile et la dalle supérieure. Et si jamais je le souhaite, je peux venir ici aller ensuite dans la suite Sophistic avec un gabarit soit proposé par défaut
par notre logiciel ou un gabarit que j'ai fourni moi-même et venir dans le Sophistic Structural Desktop, donc dans l'environnement Sophistic en lui-même, pour effectuer d'autres analyses plus poussées, par exemple type sismique ou vérification du contreventement, etc., etc. Pour le webinaire aujourd'hui, j'ai décidé en fait de rester dans Revit et puis de vous montrer un peu dans le temps qui nous reste la partie dimensionnement au sein de Revit. Et pour ça, je voulais, on va dire, montrer principalement aujourd'hui le dimensionnement de dalles. Donc l'idée ici, c'est que pour l'instant, j'ai effectué un calcul aux éléments finis de l'ensemble de mon modèle, donc de l'ensemble de mon bâtiment avec tous les étages, etc. Et pour avoir, on va dire, une vérification plus facile, j'aimerais bien me concentrer sur la dalle supérieure qui est ici, la dalle de mon niveau 5. Effectuer un dimensionnement de cette dalle et puis éviter d'avoir trop d'effets, on va dire, dus à la prise en compte d'un modèle complètement 3D et plutôt avoir un modèle comme ce que je ferais si j'avais effectué mon calcul, ma note de calcul à la main, c'est-à-dire avec juste la dalle et puis les éléments porteurs qui sont associés pour effectuer des appuis. Donc pour cela, j'utilise en fait la commande de sous-système et je demande au logiciel de me créer des sous-systèmes par niveau défini dans mon projet Revit. Donc pour cela, je peux venir sélectionner les différents niveaux présents dans mon projet. Et le logiciel crée automatiquement des vues Revit dédiées, que vous voyez ici, qu'il considère comme vues de sous-système. Donc là, je vais revenir, par exemple, à la vue liée au niveau N5, au niveau numéro 5. Et je vois ici dans mon arborescence de projet Revit que j'ai bien en fait créé des vues Revit séparées pour n'afficher en fait que les éléments qui m'intéressent dans mon sous-système. Donc dans mon cas, les éléments de dalle et les éléments qui supportent cette dalle directement. Comme je suis dans Revit, bien évidemment, je suis dans le modèle BIM, donc les éléments n'ont pas été, on va dire, effacés. Si j'affiche les éléments cachés, je vois bien que l'élément de dalle qui m'intéresse a juste été isolé dans cette vue et qu'il est donc tous les autres éléments sont présents mais sont juste masqués en fait. Et donc ça va être le point de départ pour une analyse, on va dire, spécifique de ma dalle de l'étage N5. Donc pour cela, je peux venir relancer le calcul à partir de cette vue spécifique, de cette vue de sous-système. Et je vois que le dialogue analyse dans ce cas est un tout petit peu plus étoffé. Et j'ai notamment la possibilité pour les vues de sous-système de créer automatiquement des conditions d'appui pour mes éléments finis à partir des éléments de support. Donc je vais cocher cette option et puis lancer le calcul. Et je vois que donc, si j'ouvre la visualisation correspondante, Sophistic a donc généré pour la dalle spécifique qui m'intéresse une base de données éléments finis séparée avec juste cette dalle qui a été maillée en éléments finis et tous les éléments qui sont venus supporter cette dalle en tant que condition d'appui, notamment condition d'appui ressort dans mon cas. Le principe ici, c'est que les vues, on va dire classifiées sous système par Sophistic Analysis and Design, elles vont venir reconnaître automatiquement les éléments qui sont visibles uniquement en tant que modèle analytique, comme des conditions d'appui, et les éléments au contraire qui sont visibles en tant que modèle physique, donc modèle volumique, comme c'est le cas de ma dalle ici, ainsi que en tant que modèle analytique, vont venir être maillés pour générer des éléments finis. Donc je peux notamment venir, si je sélectionne mes éléments de support et que je viens vérifier les propriétés sophistiques, je peux venir ajuster quelles conditions d'appui vont créer ces éléments de support pour mon modèle élément fini. Donc là, je vois que je suis dans le plan de mon élément avec une condition ressort. Et si je le souhaite, je peux bien évidemment changer le type de condition d'appui
créé par cet élément en particulier. Bien évidemment, je peux vérifier, comme tout à l'heure, au sein de la plateforme Revit, bon, le maillage, comme je l'avais vu auparavant. Donc, on voit bien que c'est deux bases de données différentes. Si je switch sur la base de données du système principal, je vois que j'ai un maillage qui est complètement différent. Je vois que les éléments voiles sont aussi maillés dans le cas du système principal, qui n'est pas le cas dans mon sous-système de l'étage N5. Et j'ai notamment, par exemple, la possibilité de vérifier les moments de mes dalles. Et puis, éventuellement, si jamais je le souhaite, je peux venir aussi dire que je souhaite avoir une coupe de résultats, donc les moments de mes dalles en tant que moment linéique le long d'une ligne. Pour cela, je vais venir créer une coupe de résultats au niveau Revit correspondant. Hop, peut-être dans les deux sens principaux de la dalle, et puis relancer l'analyse pour que la coupe de résultats soit prise en compte dans mon modèle élément fini et me fournisse des résultats que je puisse afficher dans Revit. Donc là, j'ai effectué l'analyse de mes différents cas de charge qui avaient été définis dans Revit. Et maintenant, je voudrais effectuer le dimensionnement de ma dalle. Pour ça, j'ai juste à aller dans la partie dimensionnement de dalle et à lancer la commande de dimensionnement de dalle. Je vois que ma dalle que je sélectionne ici, c'est bien la dalle que j'ai actuellement dans ma vue active Revit. Je peux fournir un nom pour mon élément de dimensionnement que je vais appeler dalle du niveau 5. Et j'ai un certain nombre, on va dire, d'options qui me permettent de contrôler mon dimensionnement. Donc tout d'abord, quelle combinaison je souhaite utiliser pour mon dimensionnement. Soit je laisse le logiciel sophistique générer automatiquement les combinaisons nécessaires à partir des différents cas de charge linéaires fournis par Revit. Soit si jamais j'ai défini dans mon projet Revit un certain nombre de combinaisons manuelles, je peux venir aussi les utiliser pour mon dimensionnement. Et ensuite, j'ai un certain nombre d'onglets qui me permettent de gérer les options de mes différentes étapes de dimensionnement. Donc le dimensionnement aux états limites ultimes pour la flexion et pour le cisaillement de manière générale, avec notamment les distances de mes armatures à la surface du béton dans les différentes directions et pour les différents lits. Je peux venir définir comment est-ce que je souhaite prendre en compte le poinçonnement, est-ce que je souhaite le dimensionner ou seulement le vérifier. Et puis pour les vérifications à l'ELS, j'ai la possibilité de définir mes paramètres pour les ouvertures de fissuration, soit à partir des tables, soit un calcul direct de ma largeur de fissure. Et je peux demander au logiciel d'effectuer un calcul des déformations, on va dire, élastiques linéaires, éventuellement avec un facteur pour venir l'agrandir et être plus proche de déformations, on va dire, à l'état non linéaire ou à l'état 2, et avec une valeur de flèche critique. Donc si je lance le calcul, le logiciel va en arrière-plan effectuer le dimensionnement de ma dalle selon les différents paramètres que j'ai ajoutés dans mon dialogue. Et je vois notamment que j'ai maintenant dans mon écran un nouveau panneau qui s'est affiché, qui est l'arborescence de dimensionnement sophistique, qui me permet en fait de venir gérer plus facilement les différents éléments de mon projet Revit qui ont été dimensionnés. Donc là, pour l'instant, j'ai juste un élément de type dalle, qui est la dalle de niveau 5 que je viens de dimensionner. Et cette arborescence me permet notamment de venir, par exemple, sélectionner mon élément, que ce soit dans la vue, on va dire, de sous-système ou dans la vue principale pour savoir où se situe l'élément que je viens de dimensionner. De venir ferrailler cet élément si jamais j'ai le plugin Sophistic Reinforcement Generation, ou d'afficher la note de calcul liée à mon dimensionnement. Donc là, j'ai affiché ma note de calcul et je vois notamment donc les différentes étapes de mon dimensionnement. En début, un certain nombre d'informations, on va dire générales sur ma dalle, où est-ce qu'elle se situe, à quel niveau Revit, etc. etc. Des informations pour les matériaux et les sections, éventuellement si elles sont présentes
dans mon système, un rappel des combinaisons qui ont été utilisées avec les différents coefficients partiels de sécurité. Et puis je vois que j'ai une erreur au niveau du dimensionnement à l'état limite ultime. Le logiciel me renvoie qu'un certain nombre de points ont échoué au niveau du poinçonnement, notamment le point suivant ici. Et je peux voir dans le graphique qui suit à quel poteau est-ce que cela correspond. Donc ça serait ce poteau que vous voyez ici. Et donc éventuellement venir dans Revit changer par exemple la taille de la section de mon poteau pour éviter d'avoir ce problème de poinçonnement à cet endroit. Et puis ensuite, j'ai le dimensionnement à l'ELS avec notamment des graphiques qui me donnent un aperçu de l'ouverture de fissuration, ma vérification des déplacements maximaux à l'analyse linéaire avec un facteur 2 comme je l'avais défini auparavant. Et puis bien évidemment, le plus important, c'est les armatures requises calculées en fait par le logiciel qui est fourni ici comme enveloppe du calcul ELU et du calcul ELS. Donc que ce soit en surfacique ou le long des coupes de résultats que j'avais définies auparavant. Ces résultats de dimensionnement, donc les armatures requises pour ma dalle, je peux bien évidemment aussi les afficher au sein de Revit. Par exemple, les armatures requises en direction principale dans ma couche inférieure, que ce soit en surfacique ou le long de mes coupes de dimensionnement, de mes coupes de résultats, pardon. Et ce qui est peut-être intéressant à savoir, notamment, c'est que pour ce qui est de l'affichage surfacique utilisé, donc là, pour l'instant, j'ai utilisé une échelle par défaut. Et le logiciel utilise en réalité le style d'affichage de l'analyse qui est disponible dans le projet Revit. Donc, si jamais je le souhaite, je peux venir définir auparavant dans mon gabarit Revit ou dans mon projet Revit que j'utilise de manière classique, des styles d'affichage, on va dire, classiques que je souhaite toujours avoir pour pouvoir afficher mes résultats. C'est ce que j'ai fait dans mon cas, en fait. J'ai créé un style d'affichage auparavant dans ce projet Revit qui m'affiche en fonction des couleurs les différentes couches d'armature requises. Et donc, je peux venir l'utiliser ici pour pouvoir voir de manière, on va dire, plus claire quels sont les endroits où j'ai en fait une armature de base qui va être suffisante et quels sont les endroits où je dois rajouter des armatures pour pouvoir correspondre au résultat de mon dimensionnement pour cette dalle. Bien évidemment, si je le souhaite, je peux venir vérifier quelles notes de calcul ont déjà été générées au sein de mon projet Revit. Donc par exemple, soit en fonction de l'objet, donc que ce soit analyse système et dimensionnement, mais je peux aussi venir dire, par exemple, je souhaite grouper mes notes de calcul par source de données et donc sélectionner ici dans mon cas par exemple les notes de calcul qui sont liées au sous-système du niveau N5, afficher ces notes de calcul les unes à la suite des autres. Donc là j'ai tout d'abord la note de calcul de l'analyse et ensuite la note de calcul liée au dimensionnement de ma dalle et par exemple venir l'exporter en tant que fichier PDF ou en tant que fichier Word au format DocX pour documenter mon projet. Donc je pense que jusqu'ici, ça vous donne quand même un bon aperçu de ce qui est disponible et possible au sein de Revit quand on parle de calcul structurel. Donc en partant, on va dire, de la création de la maquette au sein de Revit pour un objectif calcul structurel avec définition de charge, définition d'éléments porteurs ainsi que toutes les propriétés qui sont associées à ces éléments-là. Définition des conditions d'appui, et puis ensuite les différentes possibilités de calcul au sein de Revit, que ce soit au niveau du système principal ou à la création, on va dire, de sous-systèmes pour effectuer par exemple une analyse plus détaillée d'un élément en particulier ou d'un groupe d'éléments en particulier. Et enfin, effectuer le dimensionnement
de ces éléments. Juste, peut-être avant de redonner la parole à mes collègues, je voudrais montrer comme dernier point les possibilités que vous avez pour sortir aussi ces résultats dans d'autres formats. Donc, vous avez notamment la possibilité de venir soit importer ces résultats au sein de Revit pour les partager avec les autres personnes qui travaillent sur le fichier Revit, ou transférer le fichier Revit à d'autres collègues qui puissent vérifier ces résultats ou visualiser ces résultats dans cet environnement-là. Ou par exemple, utiliser l'export vers Excel et sortir un certain nombre de résultats générés par l'analyse aux éléments finis sous un format Excel. Donc dans mon cas, je suis dans un calcul de sous-système, donc ce qui va être le plus intéressant, ça va être les résultats de réaction d'appui, que tout ce qui est voile, etc., on n'en a pas vraiment dans des sous-systèmes. Et donc j'ai, grâce à cet export, automatiquement un tableau qui me résume en fait pour tous les éléments d'appui présents dans mon sous-système par cas de charge, les réactions d'appui pour mes différents éléments et qui me fournit à chaque fois l'identifiant au sein de la maquette Revit, l'identifiant au sein de la base de données sophistique et les réactions d'appui correspondantes. Si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin, je ne vais pas le montrer aujourd'hui, mais nous avons aussi associé à Sophistic Analysis and Design un plugin dans Dynamo qui s'appelle Sophistic Analysis and Design, qui est installé en fait en même temps que l'application et qui vous permet d'avoir accès à un certain nombre de résultats aussi au sein de Dynamo et donc de lier, on va dire, l'information du projet Revit et l'information créée dans la base de données sophistique grâce à Dynamo, grâce à des données Dynamo. On fournit aussi bien évidemment avec ce package un certain nombre de scripts Dynamo pré-préparés qui vous donnent un petit peu un aperçu des différents, on va dire, des différents workflows que vous pouvez créer grâce à ce package. Voilà, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que je vais m'arrêter là pour la partie démonstration et puis on va peut-être garder un petit peu de temps pour les éventuelles questions que vous auriez. Donc n'hésitez pas si jamais il y a des points. Ouais. Je vais prendre la parole. Merci Noélie. Oui, vas-y. Donc oui, est-ce que vous avez des questions? Donc j'ai déjà une première question. Je ne sais pas si tu peux nous montrer ça. Serait-il possible de voir le dimensionnement d'une poutre? Alors, montrer. Ouais. Alors pour ça, je vais retourner. Je crois que j'ai une poutre uniquement pour l'instant dans mon système principal. Ça va être la poutre que vous aviez, que j'avais définie tout à l'heure. Et donc le principe est un peu similaire que ce que je vous ai montré pour le dimensionnement de la dalle. C'est-à-dire que je vais lancer le dimensionnement de l'élément poutre. Je vais à ce niveau-là sélectionner mon élément puisque j'ai plusieurs poutres disponibles dans ma vue. Cliquer sur terminer et j'ai le dialogue de dimensionnement de poutre qui va s'afficher. Donc, je crois qu'elle est au niveau 0. Je vais lui donner un nom à mon dimensionnement de poutre. Et donc, le principe est un peu le même. J'ai la possibilité ici de vérifier quelles sont les conditions d'appui reconnues automatiquement par le logiciel, de définir quel type de combinaisons vont être utilisées et un certain nombre d'options de dimensionnement pour la vérification, pour le dimensionnement à l'ELU et la vérification à l'ELS. Et donc, je peux lancer le calcul. Je vois notamment dans mon arborescence de dimensionnement, j'ai maintenant un nouvel élément qui est apparu. Et j'ai juste à vérifier. Ouais, le dimensionnement est déjà fini. Donc, je peux accéder à la note de calcul par cet élément-là. Et donc, j'ai dans ma note de calcul, le principe est toujours un peu le même, hein, des informations, on va dire, tout d'abord générales, où se situe ma poutre, quelle est la section, quels sont les matériaux, etc. Et puis ensuite, les résultats à l'ELU et à l'ELS, avec notamment un résumé des armatures requises pour mon ELU, et puis un résumé de mes différentes déflexions, etc., etc., pour ma vérification à l'ELS.
D'autres questions? Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire dans la partie questions de GoToWebinar. Alors, est-ce que le logiciel est compris dans Revit? Est-ce que tu veux répondre, Cynthia, ou est-ce que je Vas-y. réponds? J'y vais? Ok. Alors, ce logiciel n'est pas compris lorsque vous achetez Revit ou lorsque vous achetez la suite Autodesk qui contient Revit, IC Collection, je crois qu'elle s'appelle. C'est un logiciel séparé qui vient se rajouter et s'installer en tant que ruban dans votre plateforme Revit. Et donc, le logiciel s'appelle Sophistic Analysis and Design pour Revit, dans mon cas 2021. Donc, en fonction de la version Revit que vous utilisez, bien évidemment, vous avez la version du logiciel correspondante et qui est fournie et créée par l'entreprise Sophistic. Voilà. Je vois qu'il y a une nouvelle question. Oui, je te laisse répondre. Ouais. Est-ce que la modélisation sur Revit doit être spécifique pour le calcul? On va dire oui et non. La modélisation, en fait, tant que vous utilisez au sein de Revit des éléments porteurs, vous allez avoir la possibilité de créer ce genre de calcul grâce à Revit et Sophistic Analysis and Design, vu que la seule chose dont vous avez besoin pour créer ce genre de calcul aux éléments finis, c'est d'avoir des éléments, on va dire, porteurs qui permettent de générer des éléments finis dans le logiciel Sophistic. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est si jamais, typiquement, vous avez une maquette Revit qui vous provient d'un bureau d'architecture et qui a été modélisé pour le bureau d'architecture. La personne qui a effectué la modélisation, qui a créé la maquette, n'a pas forcément fait attention à quoi ressemblent les éléments porteurs et à quoi ressemble le modèle analytique de votre maquette. Donc là, il faut, je pense, que vous passiez un petit peu de temps pour décider est-ce que la maquette qui vous est fournie est suffisamment, on va dire, propre au niveau des éléments porteurs et des éléments analytiques pour pouvoir l'utiliser pour un calcul derrière. Notamment si jamais les éléments analytiques sont pas bien alignés, etc., etc. Bien évidemment, vous pouvez le retravailler et effectuer, on va dire, cette mise à jour pour pouvoir générer correctement votre calcul derrière. Dans les cas où c'est vraiment peu modélisé, donc si vous modélisez pas en fonction de grille, de quadrillage, ou que les éléments sont pas coupés au niveau des étages, etc., etc., peut-être que c'est plus rapide en fonction de l'objectif de votre projet, peut-être que c'est plus rapide de faire une maquette séparée, on va dire. Tout dépend un petit peu de votre objectif au sein du projet sur lequel vous travaillez. J'espère que ça répond à peu près. Alors j'ai une... Oui, Ouais. donc une autre question, justement, que sont précisément les besoins pour avoir un modèle analytique exploitable? Alors précisément, je pense qu'on va pas pouvoir couvrir tout ça aujourd'hui parce que c'est on va dire, c'est un des points importants lorsqu'on commence à travailler dans Revit, c'est la partie génération du modèle en lui-même. Je crois qu'il y a des entreprises qui travaillent uniquement sur ce thème-là et qui proposent uniquement du conseil au projet et du support au projet sur ce thème-là. On va dire, il y a des règles principales qui sont toujours bonnes à suivre, notamment que les éléments soient créés le long de lignes de quadrillage, qu'ils soient pas créés du niveau 0 au niveau 5, mais qui soient coupés suivant les étages, etc., etc. Si déjà vous n'avez pas ces règles de base, ça peut être compliqué. Il y a une autre question du coup. La vérification de la cohérence de Revit est-elle importante pour le modèle de calcul?
Alors oui, si jamais votre modèle de structure porteuse dans Revit est pas propre, vous allez avoir des problèmes au niveau du calcul. On va dire c'est un peu tout dépend où est-ce que vous souhaitez investir votre temps. Et mon point de vue, c'est qu'il est plus intéressant d'investir votre temps pour avoir une maquette analytique et de structure porteuse qui est cohérente et qui est plus ou moins propre au départ, avant même de lancer le calcul. Parce que bien évidemment, si vous avez quelques problèmes de tolérance et quelques éléments qui ne sont pas tout à fait alignés les uns avec les autres, vous allez pouvoir calculer, ça va pas être un souci. Vous allez pouvoir avoir des résultats, mais déjà le calcul va être plus long parce que par exemple le maillage va être plus fin à cet endroit-là. Et ensuite vous allez juste générer en fait des problèmes en suivant. C'est-à-dire que si vos éléments sont pas tout à fait alignés les uns sur les autres, est-ce que par exemple votre poinçonnement va pas être aussi impacté à ce niveau-là, etc., etc. Donc de manière générale, je pense qu'il est plus intéressant de régler le problème en amont et donc de venir créer une maquette de calcul au sein de Revit qui est propre avant même de commencer avec le calcul. Et ça va, globalement, vous allez gagner du temps. Ok, la vidéo du webinaire sera-t-elle mise à disposition? Oui, je vous enverrai le lien pour le replay début de la semaine prochaine. Et du coup, j'ai une dernière question, Noélie, puis après on va arrêter. Alors, j'ai une question un peu éloignée. Je suis fraîchement diplômée. Quels sont les prérequis pour bien analyser une structure, soit en béton ou charpente métallique? BP, est-ce que le métier d'un ingénieur de structure doit être apte d'analyser toutes sortes d'ouvrages ou bien se concentrer sur un seul chemin? Je sais pas trop quoi répondre à ce niveau-là. Je sais pas, Christian, est-ce que tu as des idées? Ouais, je peux essayer de répondre à ce chemin, à cette question-là. Je pense que oui, il y a plusieurs spécialisations. Le béton armé, la charpente métallique, c'est deux univers assez différents. Moi, j'ai eu la chance de travailler un peu dans les deux. C'est vrai qu'en charpente métallique, la RDM, c'est très importante, mais en globalité, je pense que pour l'ingénieur structure, la base, c'est avoir une bonne connaissance des résistances des matériaux, de la mécanique en général. Parce que c'est vrai que souvent, un bon calculateur, c'est souvent quelqu'un qui a une bonne maîtrise de la méca. Et je pense qu'en global, bon, la structure, il y a en général, dans le bâtiment, il y a des conceptions qui reviennent assez souvent. Mais je pense que il est toujours bien d'avoir en mémoire quelques formules d'RDM. Donc, de savoir, par exemple, le schéma de moments fléchissants et des efforts tranchants pour quelques types de structures ou en fonction plus ou moins de ce qu'on apprend à l'école. Et aussi d'avoir certaines conceptions comme les calculs von Mises, les calculs des contraintes, un peu savoir s'en sortir sur demain on a une section à calculer, on sait les formules de base, que ce soit pour le BAEL, que ce soit l'Eurocode, ce qui est le plus simple pour vous. Je pense que si vous arrivez à un peu maîtriser les quelques formules de base de calcul en général, vous arriverez un peu à calculer ce que vous voulez en fait. Après, il n'y a pas que ce soit pour les structures assez complexes, que ce soit pour les structures simples, euh, tout peut être réduit à quelque chose d'essentiel, je pense. Et je pense que voilà. Si après, c'est vrai que avec le temps, vous avez vos automatismes, vous apprenez des nouvelles trucs. Mais moi, je pense que moi, j'ai vu euh, des nouveaux gradués ou des gens qui faisaient des stages dans des entreprises. Et je pense que ce
ce qui les aide, c'est cette conception de est-ce que ça tient ou pas en fait. Parce qu'au final, là, ce qu'on est en train de faire, c'est vrai que on peut vite tomber dans l'illusion de penser que la 3D, Revit, c'est en fait c'est la structure de calcul. En vrai, c'est deux conceptions qui peuvent être qu'il faut faire attention en fait, parce que nous en fait, quand on calcule une structure, on regarde vraiment localement ce qui se passe. Donc, quand ça peut être complexe de vraiment déterminer en 3D globalement tout ce qui se passe dans la structure. Donc, pour pouvoir avoir vraiment cette conception de ce qui se passe localement, il faut avoir cette conception de la RDM, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Après, il y a une dernière question. Comment faire pour modéliser rapidement les charges sur Revit? Éléments OST ou par esquisse? Ah, ouais, ça c'est une bonne question. Peut-être Noélie, tu peux y répondre? Ouais. Donc, on va dire actuellement au sein de l'interface utilisateur de Revit, donc vous avez oui ces deux possibilités donc de créer des éléments soit on va dire libres qui sont liés à un plan de dessin particulier, soit des éléments hébergés qui sont liés à un élément particulier. Si c'est pas assez rapide pour vous ces deux possibilités-là, vous avez toujours la possibilité de venir programmer avec Dynamo. Donc c'est-à-dire si jamais vous avez, je sais pas moi, une tour de 70 étages et que vous avez pour chaque dalle de chaque étage toujours 2,5 kN par mètre carré pour le poids des éléments secondaires, ben, peut-être qu'éventuellement ça vaut le coup d'aller effectuer, de créer un script dans Dynamo qui crée cette charge-là pour tous les éléments de dalle. Dans ce cas-là, bien évidemment, c'est plus rapide vu que vous avez 50 étages. Donc ça serait, je pense, le moyen alternatif dans des cas particuliers qui peut être plus rapide. Ok, bah merci. Merci Noli, merci Christiane. On n'a plus de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, Man & Machine ou Sophistic. Merci pour votre participation. Et si vous êtes intéressé par le webinaire de demain, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup Voilà. pour votre attention. Bonne journée. Merci à Bonne vous. journée. Au revoir. Au revoir.